Maintenant que tu as vu l'introduction à la théorie cinétique des gaz parfaits, je peux te proposer dans cette séquence de découvrir le développement de cette théorie. Alors mon but n'est pas de reproduire les travaux de Maxwell et Boltzmann, c'est beaucoup trop compliqué. Je vais dans cette séquence te proposer une version très simplifiée de la théorie cinétique des gaz parfaits. Alors je te rappelle ici, le but de Maxwell et Boltzmann, c'était d'expliquer la loi expérimentale des gaz parfaits sur base d'un modèle des gaz, qui est ici le modèle atomique. Un gaz est constitué d'atomes qui sont en mouvement permanent ici, ils sont plongés dans le vide, ils ne subissent aucun frottement, et donc ce mouvement est permanent. On a un mouvement chaotique ici qui crée, au travers des chocs sur les parois ici, qui crée donc une certaine pression sur cette paroi. Le but de Maxwell et Boltzmann est de calculer cette pression pour voir si, d'un point de vue théorique, on peut donc obtenir la loi des gaz parfaits sur base de ce modèle atomique des gaz. C'est bien ça que je me propose de faire ici. Alors avant de commencer, je voudrais tout d'abord définir ce qu'on appelle un gaz parfait. Alors un gaz parfait, c'est un gaz qui est en fait très éloigné de l'image que je t'en donne ici. Ici je représente les particules grosses comme des petites balles, qui sont en agitation permanente ici. En fait un gaz parfait est parfait à partir du moment où les particules n'interagissent pas entre elles. Et donc pour ça, les particules doivent être considérées comme ponctuelles. Elles doivent être considérées comme toutes petites par rapport aux distances qu'on retrouve entre elles. Voilà, donc je vais les représenter comme ça, voilà, ici. Si les particules ici sont avec des distances caractéristiques bien plus grandes que la taille, alors je te rappelle que la taille d'un atome, c'est tout petit, c'est 10-10 mètres, un angstrom. Voilà, donc ce n'est pas une condition très restrictive pour pouvoir considérer ici les atomes comme étant ponctuels. Alors s'ils sont ponctuels, c'est tout simplement pour pouvoir, éviter les interactions entre particules. Si on doit en plus tenir compte, en plus des interactions avec les parois, s'il fallait tenir compte des interactions entre particules elles-mêmes, on aura un modèle qui serait très compliqué à traiter. Donc voilà, elles sont ponctuelles pour éviter les interactions. Il y a absence d'interaction mutuelle entre particules. La seule chose qu'il y a comme interaction, c'est l'interaction avec les parois. On a les collisions avec les parois qui vont nous permettre de calculer la pression. Alors, les collisions, elles vont bien provoquer une force. Pourquoi? Parce que chaque particule a une quantité de mouvement, elle a une masse. Ce n'est pas parce qu'on considère qu'elle est ponctuelle, qu'elle est de volume nul, qu'elle n'a pas de masse. On va parler ici de point massique, comme on le fait souvent en mécanique. Une particule de gaz parfait est donc un point massique. Puisqu'elle a une vitesse, cette particule, elle possède une quantité de mouvement qui sera modifiée inévitablement par collision avec la paroi et qui va donc inévitablement engendrer des forces. C'est à cette force-là qu'on s'intéresse pour calculer la pression exercée sur ces parois. Voilà, les particules sont en route ici et les chocs ont lieu et la pression a bien lieu. Voilà, donc pour pouvoir faire ça, il faut considérer qu'on a affaire à un gaz très dilué, comme je l'ai dit. Il faut que la taille des particules soit beaucoup plus petite que la distance typique, la distance caractéristique qu'on a entre elles. Il faut donc ce qu'on appelle des gaz dilués, c'est-à-dire des gaz à pression faible. Je rajouterai même une condition qui est la condition de température suffisamment élevée, parce que même si on a une pression faible, si je prends deux molécules comme les molécules d'eau par exemple, eh bien, si la pression est faible, ces molécules d'eau vont interagir tout simplement parce qu'elles présentent des charges positives et négatives qui s'attirent. Ces molécules d'eau forment donc des agrégats qui vont finir par former des gouttes. On sera en présence de gaz et de liquide. Et dans ces conditions, la vapeur d'eau ne pourra pas du tout être considérée comme un gaz parfait. Voilà, tu as une petite idée de ce qu'on considère donc comme un gaz parfait. C'est un gaz dilué de pression faible donc. Il est soumis à des pressions faibles et sa température est suffisamment élevée pour éviter ces agrégations entre atomes ou molécules. Voilà, une fois que ceci est bien dit, ça veut dire qu'on va pouvoir s'affranchir ici des collisions entre particules. On ne tient compte que des collisions avec les parois. Les particules se comportent exactement comme si elles étaient seules, à l'image de la particule qu'on a étudiée donc dans l'introduction où on a vu le mouvement d'une seule particule du gaz.
Voilà, c'est donc cette introduction d'ailleurs que je vais te rappeler. On a vu là le mouvement d'une seule particule en mouvement vertical comme ceci. C'était extrêmement simple, mais ça m'a permis de t'introduire les ingrédients nécessaires ici à la compréhension du modèle cinétique des gaz parfaits. Alors j'ai introduit la notion de force d'impact moyenne. J'ai considéré la situation d'équilibre ici d'un piston qui repose ici sur un gaz constitué d'une particule ici. Mais le mouvement de cette particule qui crée des chocs répétés ici permet de maintenir ce piston ici en position. Alors on a vu, grâce à cette approche des choses, que la force d'impact moyenne dans ces conditions-ci, c'est forcément le poids du piston, puisqu'on est équilibre. Eh bien, on a vu que ce poids était donné quand la vitesse est donnée. Le poids du piston doit être donné par la formule qui est ici, 2mv sur delta t. M est la masse de la particule, v est sa vitesse et delta t est le temps d'un aller-retour. Si le poids du piston vaut ceci, alors on obtient l'équilibre, la situation qui est ici. Ceci veut bien dire que on a bien ici l'expression de la force d'impact moyenne exercée par la particule. Alors voilà, le temps delta t ici, c'est le temps d'un aller-retour, c'est donc 2 fois L, L étant la hauteur du piston ici, 2L sur V, la distance parcourue divisée par la vitesse à laquelle elle est parcourue, c'est évident, c'est le temps. Si je viens rentrer cette expression du temps ici, les deux vont bien sûr se simplifier, on aura L au dénominateur, la division par V ici, va remonter le V ici au-dessus, et on va obtenir mv carré sur L comme résultat. Ceci, c'est la force d'impact moyenne d'une particule de masse m, de vitesse v, dans une enceinte de profondeur L. On a ici les 3 grandeurs qui conditionnent la force d'impact moyenne. Et c'est bien sur cette notion de force d'impact moyenne que je vais me baser pour calculer la pression exercée sur cette paroi verticale. Cette paroi supérieure ici, qui est précisément horizontale. Je peux donc maintenant retirer ce piston. Il est clair que le piston ne change rien. La force d'impact moyenne elle est toujours là. Bien sûr, que cette paroi-ci soit un piston ou une paroi rigide, j'aurai bien sûr cette force d'impact qui vaut mv carré sur L. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est généraliser cette formule au cas où la particule n'a pas une simple trajectoire verticale, mais elle a une trajectoire inclinée. Elle a un angle d'incidence qui est non nul, elle a une incidence oblique, que je vais symboliser ici par une flèche en oblique, c'est la flèche de la vitesse ici. Alors cette flèche de la vitesse, je vais la repérer dans un repère cartésien ici, à 3 dimensions, x, y et z. Z est la dimension qui sort du plan de l'écran. Alors voilà, ce vecteur vitesse est là. Et maintenant, je vais analyser dans ces conditions comment se fait ici le choc. Et tu verras que c'est assez simple parce que je vais idéaliser ici l'interaction avec la paroi. L'interaction de la particule avec la paroi va être idéalisée. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la particule va rentrer en collision avec cette paroi. Elle va donc subir une force. Elle va exercer une force sur la paroi, mais la paroi va exercer une force sur elle. C'est toujours la même chose. C'est la 3e loi de Newton qui dit que les forces dans la nature apparaissent toujours par couple de forces opposées. Donc je vais m'intéresser ici à la force que subit la particule en raison de la présence de la paroi ici. La collision avec la paroi sera responsable d'une force que j'appelle F de t. C'est bien une force vectorielle ici. Et la loi de Newton ici apparaît avec la vitesse, la dérivée de la vitesse vectorielle, bien entendu. Alors voilà, je vais exprimer la vitesse en termes de ses composantes, x, y et z. Donc j'ai v qui sera vx 1x plus vy 1y plus vz 1z. Et puisque je dérive tout ça, je vois apparaître ici les dérivées de chacune des composantes. C'est une évidence. J'ai ici l'accélération, en fait, vectorielle, avec ses composantes en x, en y et en z. Alors pourquoi est-ce que je te montre ça? Eh bien, c'est pour analyser précisément ce qui se passe au niveau du choc avec la paroi. Alors je reprends ici la paroi du piston, comme je l'ai dit, c'est la même chose que pour une paroi rigide ici. Voilà, la masse va monter ici près de cette paroi, elle va donc toucher la paroi, et là, on va idéaliser, tout simplement, on va considérer que cette paroi est parfaitement lisse et plane. Ceci est une simplification importante, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, si je représente un atome ici, je dois représenter les atomes de la surface ici du piston. Voilà, ce n'est pas une surface plane.
et tout ce que je vais te raconter ici devrait être modifié. Alors je ferai un commentaire là-dessus dans quelques minutes, mais voilà donc comment je considère les choses pour le moment. Tu as vu, je vais répéter ici, que le choc se passe ici avec un glissement parfait. Cette paroi est plane et parfaitement lisse, et donc la vitesse initiale et la vitesse finale ont la même composante horizontale, la composante en Y ici, dans la direction Y, qui est bien la direction dans le plan de l'écran ici, la direction horizontale dans le plan de l'écran. Cette composante-là n'a pas changé. V dans la I pour initiale bien sûr, Y pour la composante en Y sera la même chose que VFY, F étant pour vitesse finale. La composante en Y de la vitesse finale sera la même que la composante en Y de la vitesse initiale. Tout ça, ça exprime simplement le fait que le choc s'est fait avec un glissement ici. La paroi n'a pas retenu la particule, il n'y a pas eu de frottement, elle n'a pas été accrochée ici par la paroi, elle a tout simplement glissé pour avoir la même composante de vitesse en Y. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important, bien sûr. Ça me montre ici que la force que subit la particule n'aura pas de composante en Y, puisque la vitesse n'a pas été modifiée. La dérivée de la composante en Y est tout simplement nulle. Et bien sûr, la même chose pour la composante en Z. Je n'ai pas représenté ce qui se passe en Z ici, c'est difficile, ça sort du plan de l'écran, mais tu peux facilement faire l'exercice par la pensée. On a bien sûr également conservation de la vitesse en Z. La vitesse en Z qui est aussi horizontale, qui est aussi une direction donc qui est parallèle à la surface, et donc pas de modification de la vitesse en Z. Et ceci montre que la force que subit la particule est une force qui est uniquement dirigée en X. Et il en est de vrai donc de la force d'impact aussi. Quand la particule arrive ici, qu'elle soit verticale ou non, elle va tout simplement voir sa vitesse en X modifiée seulement. C'est ce qui est représenté ici. VIX ici devient VFX. Ce sont clairement des vitesses distinctes, elles sont même opposées ici. Voilà, mais tout se passe comme si la particule avait une trajectoire verticale. VIX ici se transforme après le choc en VFX et tout se passe comme si voilà, c'était vertical. Pour se convaincre de ça, il suffit de se rappeler du principe de relativité de Galilée. Si je me mets dans le référentiel qui avance à la vitesse VIY ici, qui est la même que VFY, eh bien, je vais voir la particule qui va simplement monter et puis descendre, exactement comme celle qu'on avait auparavant dans l'introduction avec la trajectoire verticale. Et donc voilà, on voit qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on a vu avec la trajectoire verticale. La seule chose qu'on va devoir faire, c'est changer la vitesse V pour la composante en X de la vitesse. Je vais devoir substituer ici la vitesse en X et V ici. Donc voilà, il y a bien clairement une différence entre V et la vitesse en X. Ceci doit être clair pour toi. Le V qui était ici, c'était la vitesse elle-même de la particule. Cette vitesse est apparue maintenant avec un angle, et on voit qu'il faut tenir compte uniquement de la composante en X de cette vitesse. Conclusion, donc je vais introduire la composante en X. C'est la seule qui compte ici. Les composantes en Y n'interviennent pas dans la force d'impact. Et donc, je vais tout simplement l'écrire ici. Je remplace le V que j'ai ici, tout simplement par Vx. Dans l'introduction, on avait V parce que j'avais choisi V vertical. Maintenant, c'est Vx qui est à considérer dès lors. Même chose pour le temps delta t ici. C'est bien la composante de vitesse en X que je vais utiliser. Je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. Si tu ne comprends pas ça, ce n'est pas encore très grave à ce stade. Mais voilà, quand je vais rentrer ce delta t ici, les deux vont se simplifier. Le L va se mettre au dénominateur, mais le Vx qui est au dénominateur du dénominateur vient ici au carré, et ça explique ici le Vx carré qu'on obtient. Ceci, c'est donc le résultat qu'on avait dans la séquence introductive, mais on l'a généralisé pour une particule qui a une incidence quelconque. Alors voilà, je vais revenir ici. D'abord, je note le résultat qu'on a obtenu ici, et je vais revenir ici quelques secondes sur ce temps qui est donné par 2L sur Vx. Alors c'est peut-être abstrait pour toi de concevoir cette projection de la vitesse ici dans ce calcul
du temps ici d'un aller-retour. Hein, c'est effectivement ce qu'il faut faire. On peut déjà s'en rendre compte si je prends une vitesse horizontale. Si je prends une vitesse qui est horizontale, on est d'accord qu'elle n'a pas de composante en x, j'ai donc bien Vx qui vaut 0, et pour ça, j'obtiens bien un temps qui est infini. Effectivement, si la particule bouge horizontalement, je dois attendre une infinité, un temps infini pour qu'elle touche la paroi. Autrement dit, elle ne touchera jamais la paroi, effectivement, elle rebondira comme ceci, elle ne touchera jamais cette paroi-là. Delta t est bien infini quand Vx vaut 0. Ceci est une indication de l'exactitude de cette formule qu'on a ici, mais on peut le voir encore autrement avec ce schéma-ci. Je représente la particule ici qui a une incidence quelconque, son vecteur vitesse est donc incliné. Pour passer de la paroi inférieure à la paroi supérieure, ça va lui prendre un certain temps qui sera donné par la longueur de cette trajectoire rectiligne ici, divisé par la vitesse elle-même. Donc je vais calculer ici le temps que la particule met pour aller de la paroi inférieure à la paroi supérieure. Pour ça, j'ai besoin de la longueur qui est ici. Alors cette longueur-là, je vais l'exprimer en fonction de l'angle qui est ici. Je vois que cette longueur-là, en projection cosinus, cette longueur-là fois le cosinus de θ, ici va donner L. Ça veut dire que cette longueur est tout simplement L sur le cosinus de θ. Puisque L sur cosinus θ, qui est cette longueur-là, en projection cosinus, c'est-à-dire fois le cosinus, me donne effectivement bien L. L sur cosinus fois cosinus, les cosinus se simplifient, ça me donne bien L là. Donc cette distance-ci, qui est la distance à parcourir à la vitesse v, pour rejoindre une paroi à l'autre, ce sera bien le temps qui est la distance L sur cosinus θ divisé par v. L sur cosinus θ divisé par v. Et ça, je peux l'écrire avec le cosinus θ au dénominateur, voilà qui est fait. Et dans v cosinus θ, bien sûr, je retrouve la projection de la vitesse, la projection cosinus de la vitesse, c'est-à-dire la composante en x de la vitesse. V cosinus θ, et donc je peux écrire ça comme étant L sur Vx. Ça, c'est le temps d'un simple aller, ici, d'une paroi à l'autre, et on voit donc que c'est bien le temps que j'ai ici, c'est bien 2 fois ce temps pour l'aller-retour. Le retour se faisant avec des rebonds éventuellement, mais les rebonds, on sait bien qu'on les a idéalisés, on a considéré que la paroi était parfaitement lisse ici, et donc on n'a pas de modification de la vitesse en x. Et donc voilà, le temps mis pour monter ici sera exactement le même que le temps mis pour descendre, et j'aurai bien 2L sur Vx pour l'aller-retour, c'est bien ce que j'ai écrit ici. Voilà, ceci était important à bien comprendre, puisque ça intervient dans le résultat qui est ici. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai insisté donc sur ce point. Mais une fois que maintenant les choses sont claires ici, eh bien je peux considérer ce résultat, et surtout je peux maintenant rajouter toutes les particules. J'ai maintenant un véritable gaz que je vais considérer comme parfait, c'est-à-dire que chacune de ces particules n'interagit que avec les parois. Il n'y a pas d'interaction entre elles, et donc je vais pouvoir utiliser ce résultat que j'ai obtenu ici pour une particule, je vais pouvoir l'utiliser pour toutes les particules. Pour toutes les particules, j'aurai une force grand F qui sera tout simplement la somme de chacune des forces d'impact moyenne de chacune des particules. J'ai introduit l'indice n ici, tu vois que je somme pour petit n allant de 1 jusqu'à grand N, F, I, N. N est tout simplement l'indice qui me permet de repérer les particules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à N. N est le nombre de particules que j'ai. Ceci, c'est bien la somme de toutes les forces d'impact moyenne prises pour chacune des particules individuelles. Je dis bien individuelles ici parce que je ne considère pas là-dedans, bien sûr, les interactions des particules entre elles. Je ne considère que l'interaction avec la paroi, ce qui est bien le cas si les particules sont suffisamment petites par rapport à la distance qui les sépare. Et qu'on a donc bien affaire à un gaz parfait. Voilà. Avec ceci, maintenant je peux continuer. Je vais appliquer tout simplement le résultat que j'ai ici. La seule différence, c'est que j'ai introduit l'indice n, parce que chaque particule a bien sûr sa vitesse. Sa vitesse v, n, que je vais indiquer ici vectoriellement. Voilà, j'ai la particule n ici. Elle a une certaine vitesse Vn qui est tout à fait quelconque. Et j'en prends la composante en x, bien sûr, c'est bien ça que je devais faire ici. Donc voilà, je reprends ce résultat directement ici. Je fais la somme des forces d'impact moyenne. Cette force sera bien répartie sur toute la surface. Quand je diviserai cette force par la surface, j'obtiendrai la pression. Et j'obtiendrai donc ce que je cherchais. Voilà. Alors avant d'en arriver à ceci, je vais simplifier. Le m sur L ici est un facteur constant que je peux sortir de la somme, bien entendu. Et ici, un petit coup
de magie mathématique, un petit artifice mathématique pour faire apparaître la moyenne. J'ai ici une grandeur qui est une somme de vitesses, de composantes en x des vitesses au carré, que je vais transformer en la moyenne, en divisant par n et en multipliant par n. L'expression qui est là, c'est donc un artifice mathématique qui effectivement me fait apparaître ici la moyenne du carré des composantes en x des vitesses des particules. Alors ça, je l'écris Vx au carré, le tout entre crochets. J'ai déjà introduit la barre ici pour la moyenne. Ceci était une moyenne faite dans le temps. On avait une force intermittente avec des pics qu'on a remplacés par une force moyenne constante qui valait ceci. Cette force moyenne est bien une moyenne dans le temps. Ici, c'est ce qu'on va appeler une moyenne d'ensemble. J'ai un ensemble de grandes n particules. Je fais une moyenne sur ces grandes n particules. C'est de bien comprendre ça. C'est comme demander l'âge dans une classe, dans une école. Il y a des classes avec des élèves. Si on demande l'âge moyen, on prend les âges de tous les élèves, on les somme et on divise par le nombre d'élèves. On aura bien l'âge moyen. C'est bien ce qu'on appelle une moyenne d'ensemble. Alors ici, on fait la moyenne de quelque chose d'assez abstrait. Ce sont les composantes en x prises au carré dont on prend la moyenne. La voilà écrite ici de manière symbolique avec les crochets. Les crochets, je le rappelle, c'est la moyenne d'ensemble de la grandeur considérée. Voilà. Alors je vais reprendre le facteur que j'avais devant cette moyenne. Tu vois que j'avais multiplié par n, donc je reprends bien le n fois m sur L, tout simplement. Le m sur L qui venait ici de la force d'impact moyenne. Voilà, ceci c'est donc la force totale exercée sur la paroi. Je vais donc travailler sur cette force. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais travailler sur ce Vx carré. Ici, ce Vx carré, il est assez abstrait. Ça donne à x un rôle particulier, alors qu'on sait que dans le gaz, ici, les vitesses sont réparties de manière complètement aléatoire, de manière complètement chaotique. Il n'y a absolument pas de direction privilégiée. C'est ce qu'on appelle l'isotropie de la direction de la vitesse. La vitesse n'a tout simplement pas de direction privilégiée. C'est ça que veut dire isotropie. Iso, c'est pour même. Tropie, ça veut dire mouvement d'une direction unique. Voilà, si on dit isotropie, ça veut dire que toutes les directions ont la même importance. C'est ce qui est symbolisé ici par des flèches qui vont dans tous les sens. Il n'y a pas de direction privilégiée. Alors tu pourrais croire qu'il y en a encore une, parce que j'évoquais la gravitation tout à l'heure avec le piston et tout ça. Mais voilà, ici tu peux tout simplement imaginer qu'on ne considère plus la gravitation, on travaille avec un gaz parfait, on est en apesanteur, en toute généralité. Il n'y a aucune raison de considérer un gaz uniquement à la surface de la Terre avec l'accélération g. Voilà, c'est assez évident. Et si on s'affranchit de toute complication, on a un gaz qui est constitué de particules qui sont en agitation, tout simplement. Il n'y a pas de direction privilégiée. Ça veut dire que la moyenne du carré des vitesses en x, ce sera la même que la moyenne du carré des vitesses en y et la moyenne du carré des vitesses en z. Chacune des composantes des vitesses mises au carré a exactement la même moyenne s'il n'y a pas de direction privilégiée. C'est donc ce que j'appelle l'isotropie de la distribution des vitesses. Alors je vais me baser là-dessus pour modifier cette expression. Alors pour ça, je vais d'abord passer par l'expression de la vitesse au carré. Alors la vitesse au carré, c'est donc le module carré du vecteur vitesse, c'est donné forcément par la somme des carrés des composantes. J'ai symbolisé ça ici à 2 dimensions avec Vx, Vy. J'applique tout simplement Pythagore pour avoir la vitesse au carré. On sait que ce sera donné par le carré de la vitesse en x plus le carré de la vitesse en y. C'est ce qui est écrit ici. C'est généralisé, bien sûr, à 3 dimensions que je ne peux pas représenter facilement ici à l'écran. Donc voilà, je m'intéresse à cette grandeur-là. Et je vais faire la somme, donc tu dois bien comprendre que ceci c'est pour un n quelconque, donc je peux voir autant d'égalités comme ceci qu'il n'y a de particules, j'ai donc grand n égalités comme ceci, je peux les symboliser ici, voilà, j'ai écrit pour 1, j'ai écrit pour la particule 2, et j'ai comme ça une égalité jusqu'à grand n. Alors je peux bien sûr considérer la somme, membre à membre, de toutes ces égalités. J'aurai donc la somme des Vn au carré, c'est bien ce que je fais ici, V1 au carré, plus V2 au carré, plus V3 au carré, jusqu'à Vn carré. C'est bien ça qui est écrit ici. Et cette somme, elle sera forcément égale à la somme de tous ces termes-là. C'est bien ce qui est écrit ici. Je fais la somme de tous
les composantes en x au carré, toutes les composantes en y au carré, toutes les composantes en z au carré. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Tu vas le voir tout de suite, parce que maintenant je vais diviser ça par grand N. Et si je divise ça par grand N, eh bien je retrouve la moyenne de la vitesse au carré. Mais pas de la composante de la vitesse au carré. Ici, c'est bien la vitesse elle-même au carré. Le module carré de la vitesse que je prends en moyenne. Tu es d'accord que si je divise par 1 sur grand N, le nombre de particules, je vais retrouver chaque fois les grandeurs moyennes. Et puisque ces moyennes ici sont égales, je peux remplacer Vy carré pris en moyenne par Vx carré, c'est ce qui est écrit ici, tu es d'accord? Vy au carré, c'est Vx carré. De même pour Vz carré, c'est aussi Vx carré. Et je peux donc écrire ça comme étant 3Vx carré. Alors tu vois que le 3 ici, je l'écris en rouge parce qu'il joue une grande importance. C'est le nombre de dimensions de notre espace. Nous vivons dans un espace à 3 dimensions. C'est parce que nous vivons dans un espace à 3 dimensions qu'il y a un 3 ici. On verra que c'est quelque chose d'important pour la suite. C'est ce qu'on appelle le nombre de degrés de liberté. Quand on vit dans un espace à 3 dimensions, on a 3 degrés de liberté. On peut bouger de gauche à droite, de haut en bas et d'avant en arrière. Il y a 3 degrés de liberté. C'est ce 3 qu'on voit apparaître ici. Voilà. Voilà. Je vois donc que Vx carré, ça vaut 1 tiers de V carré, voilà, qui est écrit ici. Et je peux venir l'introduire ici, avec Vx carré qui vaut donc 1 tiers de V carré. C'est ce que je fais là. Et là, j'ai une nouvelle expression, qui est celle que je vais considérer maintenant. Tu vois que j'ai représenté maintenant le cube ici à 3 dimensions, pour mieux voir ce à quoi on a affaire ici. J'ai une force totale sur la paroi supérieure ici, qui est donnée par l'expression suivante, c'est ce qu'on vient de calculer. N, le nombre de particules, M, la masse des particules, L, la profondeur de l'enceinte ici, et 1 tiers de V carré. V carré ici, pris entre crochets, c'est la moyenne des vitesses au carré. Et on voit qu'il n'y a plus de direction privilégiée qui rentre dans la formulation ici. C'est une formule beaucoup plus générale qui va bien sûr m'arranger. J'introduis la surface comme je l'ai fait dans l'introduction, mais cette fois-ci ça a vraiment du sens parce que cette force est répartie sur toute la surface et donc en introduisant cette surface, eh bien je peux introduire la pression. La pression, c'est la force divisée par cette surface. Et donc voilà, je vais prendre l'expression que j'ai là et je la divise par la surface. J'ai donc Nm sur L, divisé par S puisque j'ai divisé par S. Voilà, et dans le produit SL ici, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve le volume. Rappelle-toi de l'introduction, on a vu ça. Si je prends la section, la surface que j'ai ici, que je multiplie par la hauteur, eh bien, j'ai bien le volume. Je peux donc enlever S et L maintenant. La seule chose qui compte, c'est le volume. On voit que SL apparaît bien en produit, c'est-à-dire que c'est le volume. Et on voit ici le rôle de l'espace qu'occupent les particules, qui est joué par le volume. Le volume directement intervient. C'est le volume occupé, c'est le volume disponible pour le mouvement ici, des n particules du gaz. Voilà, et j'arrive donc à la formulation finale de la théorie cinétique des gaz parfaits, qui m'indique que le produit de P avec V, j'ai tout simplement mis V dans le membre de gauche ici, le produit de P avec V, c'est N fois 1 tiers de M V carré. Alors voilà, ça semble encore assez abstrait, mais c'est le moment maintenant de comparer ça à la loi expérimentale des gaz parfaits, dans laquelle on voit que le produit PV est égal à NKBT. On retrouve le nombre de particules qu'on a ici également. Et on voit donc que l'accord entre ce modèle théorique et la loi expérimentale nous montre que KBT ici, ça vaut tout simplement 1 tiers de MV carré. Ça nous montre quelque chose de très important qui est en fait la signification de la température. Comme je te le disais dans l'introduction, on ne savait pas au milieu du 19e siècle ce qu'était la température. C'était une grandeur qu'on observait, les thermomètres montent quand on apporte de la chaleur à un corps, sa température augmente, mais on ne savait pas à quoi correspondait cette grandeur. On voyait qu'il y avait des manifestations physiques, un corps se dilate par exemple, dans un thermomètre, on voit le liquide qui monte, c'est la dilatation thermique, mais on ne savait pas ce qu'était la température. Et grâce à ce modèle maintenant, si on adhère donc à cette image corpusculaire de la matière, proposée par Démocrite dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, eh bien voilà, on est confronté à l'égalité de cette constante expérimentale, de ce facteur expérimental KBT ici,
et 1/3 de mv carré. C'est ce qui est écrit ici. Alors, ça paraît toujours abstrait ceci bien sûr, mais on va travailler bien sûr ici sur ce mv carré. Tu te doutes bien qu'il y a quelque chose là-dedans de physique, hein. mv carré, c'est l'énergie cinétique, comme on l'a rencontré dans l'introduction. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? J'écris tout simplement la définition de V carré. On est d'accord que V carré, c'est 1 sur n de la somme des Vn au carré. C'est la moyenne d'ensemble du carré des vitesses de chacune des particules. Alors, ça, je peux le multiplier membre à membre par la masse. J'ai donc le mv carré qui apparaît ici. Alors le m, je peux bien sûr le rentrer dans la somme. Hein, c'est pas du tout un problème. Et puis là, le petit artifice mathématique, je multiplie par 2 et je divise par 2 de manière à faire apparaître l'énergie cinétique. Et qu'est-ce que je vois? J'ai tout simplement ici l'énergie cinétique de toutes les particules. Je reviens en arrière. Hein. 1/2 de mvn au carré, c'est bien l'énergie cinétique de la particule n. Je fais la moyenne de toutes ces énergies cinétiques. Je vois que j'ai 2 fois la moyenne de l'énergie cinétique qui va apparaître. Alors ça, je peux le faire ici, hein, je rentre le m dans la moyenne, il n'y a aucun problème, je peux le faire directement ici. Voilà, c'est ce que j'avais d'ailleurs fait ici, hein, avant de le montrer. J'ai mv carré, que je peux maintenant bien sûr diviser par 2, multiplier par 2, et le 1/2 de mv carré, pris en moyenne, eh bien c'est tout simplement la moyenne des énergies cinétiques que j'ai ici, c'est la moyenne d'ensemble. Voilà, c'est donc bien le même résultat, je l'écris ici. EC. Fais attention, tu remarques que je n'ai pas répété les crochets ici, c'est en général comme ça qu'on l'écrit. L'énergie cinétique moyenne par particule dans un gaz, c'est EC. Il faut bien comprendre ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit ici, c'est bien la moyenne de l'énergie cinétique des particules. Mais c'est bien la moyenne par particule. C'est bien, ce n'est pas la somme des énergies cinétiques, c'est bien la moyenne. J'ai bien divisé par n ici, c'est bien la moyenne des énergies cinétiques, c'est le EC qui est ici. Et maintenant, on sait ce que c'est que la température. On voit que la température, à une constante près, je mets le KB de ce côté-ci, à une constante près, la température représente l'énergie cinétique des particules du gaz. Et ça, c'était quelque chose de particulièrement éclairant. On a enfin compris ce que représentait cette grandeur température. Et on comprend comme ça d'ailleurs la notion de température absolue. On comprend pourquoi il existe un zéro de température en deçà duquel on ne peut pas descendre. Il est clair que dans la loi expérimentale des gaz parfaits, le T qui est ici, c'est la température absolue, qui était déjà perçue donc par Boyle-Mariotte, par Charles et Gay-Lussac, qui ont obtenu cette expression de la loi des gaz parfaits, tous ensemble. Cette notion de température était déjà pressentie, de température absolue, un zéro en deçà duquel on ne peut pas descendre. Mais maintenant, ça apparaît comme une évidence. Il est clair que l'énergie cinétique ici, quand elle s'annule, on tombe bien au zéro de température, en deçà duquel on ne peut pas aller. Parce que l'énergie cinétique, elle sera nulle à partir du moment où la vitesse des particules est nulle. Si la vitesse des particules est nulle, on ne peut forcément pas aller en deçà de ce zéro. On ne peut pas encore diminuer la vitesse. C'est impossible, on est déjà à zéro. Et donc on voit bien qu'on a un plancher de température, on ne peut pas descendre plus bas que cette température-là. On voit que ce modèle cinétique des gaz parfaits est extrêmement éclairant, il permet de comprendre des choses aussi profondes que cette notion de température absolue. Voilà, c'est donc le résultat de Maxwell et Boltzmann, le résultat majeur, le résultat le plus important de cette théorie cinétique des gaz parfaits. Voilà, il permet de comprendre bien d'autres choses encore, des choses qui étaient déjà d'ailleurs anticipées par Démocrite, qui a non seulement formulé la nature corpusculaire de la matière avec la notion d'atome, mais qui en plus, dans ses écrits, montre qu'il se doutait déjà de la nature de la chaleur. On verra par la suite que la notion d'énergie est intimement liée à la notion de température, on le voit apparaître ici. Et en fait, ce que Démocrite décrivait déjà, c'est que la chaleur était due au mouvement. Quand toutes ces particules sont en mouvement, quand la température est différente de zéro, eh bien, c'est qu'on a de la chaleur. La chaleur a été apportée à ce gaz. Plus on donne de la chaleur, plus il y aura d'agitation. C'est quelque chose que Démocrite décrivait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est assez remarquable. Voilà, c'est donc ici que se termine donc cet exposé de la théorie cinétique des gaz parfaits. C'est une théorie très importante, tu t'en rends compte, on va pouvoir découvrir beaucoup de choses très intéressantes
à l'avenir, hein, notamment découvrir donc cette notion d'énergie thermique. Hein, c'est par ça qu'on continuera donc par la suite. Voilà, en attendant, je te remercie pour ton attention et te dis à bientôt.